webinaire qui va toucher vraiment un sujet d'actualité parce qu'on a vu vraiment il y a pas mal de choses qui se passent dans notre cyberespace à cause de toute cette tension sociopolitique. Donc là, nous avons l'honneur d'accueillir M. Sen, qui est vraiment un professionnel du domaine. Il va pouvoir analyser les causes, puis les conséquences et vraiment faire une vaste analyse de tout ce sujet par rapport à notre cyberespace. Donc, M. Sen, je vous donne la parole. Voilà. D'accord, merci beaucoup Gérard. En tout cas, le plaisir est pour moi, l'honneur également est pour moi. Donc, en tout cas, de m'avoir fait plaisir, en tout cas, et honneur de discuter avec toutes les pairs et voilà, et même des gens qui ne sont pas du domaine, en tout cas, sur ce sujet. Et je tenais un peu à m'excuser par rapport à ce retard, parce que j'avoue que je viens juste d'arriver chez moi. Donc, pour ne pas être en retard, j'ai dû me connecter depuis ma voiture et le temps de rejoindre un peu les escaliers. Voilà, c'est pourquoi j'ai demandé un peu qu'on m'attende un peu 2 minutes. J'avoue que je fais pas de sport, du coup, avec les escaliers, je suis un peu essoufflé. D'accord, donc on va parler un peu du sujet qui est assez intéressant, comme Gérard l'a dit. D'accord, donc comme l'intitulé du sujet le dit, c'est-à-dire on va parler un peu de la situation socio-politique du Sénégal, et la cyberespace menacée. Mais avant de commencer le sujet, j'aimerais bien qu'on pose le sujet dans son contexte, à savoir, lorsqu'on dit sociopolitique, c'est quoi sociopolitique? Sociopolitique, c'est tout ce qui touche à la vie sociale, et politique, c'est tout ce qui est la vie politique. Social, c'est les interactions que nous avons, nous, entre humains, et politique, voilà, c'est l'art un peu de gouverner un peu la cité. Maintenant, par rapport à cette situation-là, nous avons la cyberespace qui est menacé. Et voilà, on centralise un peu également le thème sur le cyberespace sénégalais, même si, voilà, c'est un peu difficile de le dire, mais je me permets tout simplement de le dire en mettant entre guillemets à cyberespace sénégalais. En tout cas, voilà. Maintenant, déjà, c'est quoi le cyberespace? Pour le faire, il faut qu'on fasse la sémantique, en tout cas, de ce mot-là. Cyber, c'est tout ce qui est relatif, en tout cas, à l'automatisation, à tout ce qui est les ordinateurs et un peu les réseaux. Et tout ce qui est espace, ben, c'est l'espace, c'est quelque chose, voilà, qui peut être matériel comme immatériel, dans lequel, en tout cas, il y a des gens qui sont en interaction, qui définit un ensemble d'écosystèmes qui a des limites, et ainsi de suite, ainsi de suite. Toujours dans la mise en place du sujet sur lequel nous allons échanger dans son contexte, lorsqu'on parle d'espace aujourd'hui, on passe à quelque chose qui est un peu matériel. Et dans cette chose qui est un peu matérielle-là, ben, il faut en général le gouverner par la façon dont les gens vont y circuler et la façon en tout cas de mettre de l'ordre. Et par rapport à ça, je m'enseigne sur un sujet. En général, au niveau des États, vous allez voir, il y a différents types d'armées. On parle d'armées de l'air, d'armées de mer, d'armées de terre et les forces de défense et de sécurité. D'accord? Et chacun a son domaine, en tout cas, voilà, régalien où il va intervenir. Mais tout ceci, c'est délimité par des zones, délimité par des espaces. Maintenant, lorsqu'on parle de cyberespace, la particularité de cet espace, c'est quoi? C'est qu'il est immatériel, il est intangible, on ne peut pas le toucher. Et de ce fait, en fait, de cette propriété immatérielle-là, que cet espace-là, il est particulièrement technique et particulièrement complexe. Et tout ceci est réuni ce qu'on appelle par Internet de façon globale, c'est-à-dire le World Wide Web. Et lorsqu'on parle de World Wide Web, c'est une intercommunication à l'échelle mondiale. Et dans cette échelle mondiale-là, il figure en tout cas un aspect tridimensionnel. Et dans cet aspect tridimensionnel-là, on parlera de tout ce qui est aspect physique. L'aspect physique, c'est-à-dire les composants, en tout cas physiques qu'on peut toucher, qui font fonctionner cet espace-là.
et un aspect un peu logique et applicatif, c'est-à-dire tout ce que sont les services, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. On aura peut-être l'occasion d'en parler. On a vu que durant les 72 heures ou bien les 96 heures passées, on a dû utiliser ce qu'on appelle des services de peine, donc ce sont des services. Et il y a un peu une couche humaine, c'est-à-dire les internautes qui utilisent ce qu'on appelle cet espace-là. Donc, voilà. Maintenant, dans cet espace-là, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des nouveaux concepts qui ont vu le jour. On en parlé, on entend parler de cybercriminalité, de cyberarmée. Pour vous dire que tout à l'heure, on a parlé de l'armée de terre, ainsi de suite, ainsi de suite. Aujourd'hui, dans les pays qui sont très avancés et qui sont conscients de l'enjeu de cet espace-là, ont maintenant mis en place ce qu'on appelle des cyberarmées. Un exemple que je peux donner avec la Corée du Sud, depuis 2013, en tout cas, ils ont des cyberarmées dont les effectifs, sauf erreur de ma part, avoisinent les 6 000 personnes, en tout cas, qui sont chargées uniquement de défendre cet espace-là, pour vous dire à quel point c'est stratégique. Donc, pour revenir au nouveau concept qu'on parlait tout à l'heure de tout ce qui est cybercriminalité, cyberguerre, cybercrime, mais également, il y a de nouveaux concepts qu'on parle, ce qu'on appelle des cybermilitantismes, des cyberactivismes, et voilà, même il y a certains même qui parlent de cyberpolitique. Du coup, en fait, dans cet espace-là également, il y a des gens qui, tout ce qu'ils prônent, ils disent que voilà, c'est un milieu qui doit être démocratique, qui ne sont pas d'accord avec la censure. D'accord, ça c'est un sujet sur lequel on va y revenir. Mais je préfère qu'on revienne un peu sur l'aspect cybermilitantisme et cyberactivisme. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont la façon de contribuer à leur pays, ben, ils sont des activistes, ils vont être sur les plateaux de télé, sur les radios, sur les chaînes YouTube, à faire de la dénonciation. C'est-à-dire, ils voient quelque chose, une situation politique, une situation sociale, ils ne sont pas d'accord, et ils vont donner leur opinion par rapport à ce sujet-là. Donc, il y a d'autres personnes également, ils font du cybermilitantisme. Lorsqu'on parle du cybermilitantisme, c'est-à-dire, il y a des groupes dans cet espace-là, il y a des gens qui sont membres, en tout cas, de ces groupes-là. Donc, voilà, il y a des groupes qu'on peut parler, tel que le plus répandu, c'est le groupe Anonymous. Et récemment, par rapport à ce qui s'est passé au Sénégal, il y a j'oublie le nom du groupe, peut-être que ça va me revenir, ou bien si quelqu'un peut me rappeler la mémoire, en tout cas, qui sont, voilà, il y a des gens qui appartiennent, voilà, à des groupes, comme nous l'avons l'habitude de le voir, en tout cas, dans la scène politique, où il y a des gens qui appartiennent à tel parti, tel parti, tel parti, tel parti. En général, ces gens-là sont des gens qui sont hyper compétents. Et avant même de revenir sur ce sujet-là, je me permets de faire un peu une petite brèche. Vous savez, aujourd'hui, bon, on va continuer, sinon ça va nous sortir un peu du cadre. Donc, par rapport à ça, il y a des gens qui observent une situation et qui ne sont pas d'accord. Et pour cela, je vais faire peut-être un rappel historique. Si vous vous rappelez, en 2016, avec les événements Charlie Hebdo, il y a des présidents africains qui ont allé manifester leur soutien, en tout cas par rapport, en tout cas à ce qui s'est passé là-bas. Il y a des gens qui étaient des cyberactivistes qui n'étaient pas d'accord sur ce principe-là. Ce sont des gens en général qui n'ont pas les moyens en tout cas de s'exprimer, de donner leur opinion par rapport à une situation. Donc, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont tout simplement leur connaissance, leurs compétences pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Peut-être ils vont le faire d'une manière où les gens vont se dire que voilà, c'est très radical, voilà, il n'y a pas le moral. Mais leur façon de montrer leur indignation et de ne dire que nous ne sommes pas d'accord, c'est-à-dire c'est d'attaquer en général des infrastructures critiques ou bien des infrastructures, en tout cas à forte valeur ajoutée, pour dire que voilà, nous ne sommes pas d'accord. Pour lancer un peu ce qu'on appelle un message et lancer ce qu'on appelle leur opinion, telle que nous avons l'habitude de le voir avec les hommes politiques qui, à travers des discours, ou bien en tout cas à travers pas mal d'initiatives, montraient en tout cas leur combat. Donc, il y a des gens qui sont des cyberactivistes qui, dans ce milieu-là, disent non, mais ils l'expriment de plusieurs manières. Donc, voilà un peu la situation. Qu'est-ce qui fait que voilà, les gens ne sont pas d'accord? Et si vous regardez un peu par rapport
aux dernières cyberattaques, mais il y a certains des gens qui n'étaient pas d'accord par rapport à certains groupes, certains groupes, en tout cas, qui n'étaient pas d'accord par rapport au fait qu'on censure Internet, parce qu'aujourd'hui, Internet a une vocation, c'est-à-dire on est là pour démocratiser, donc on ne doit pas être là, en tout cas, en tout cas, empêcher les gens de se, si je peux le dire comme ça, de se mouvoir tranquillement dans cet espace-là. Du coup, voilà, sur certaines de ces attaques-là, ben, vous allez voir que voilà, ils ont des revendications à faire. Voilà, qu'est-ce qu'ils disent? Nous ne sommes pas d'accord. Nous voulons ce qu'on appelle qu'il y ait une démocratie. Voilà. Donc, pourquoi couper Internet? Donc, en général, ce sont ces gens-là voilà, qui sont membres de ces groupes-là et qui, en tout cas, perpètrent ces attaques-là contre les États. Et en général, ils ont des forces de frappe qui dépassent souvent même la capacité de certains États. D'accord? Parce que ce sont des gens qui peuvent être très, très, très compétents dans ce qu'ils font. Et comme on a l'habitude de le dire, les gens qui sont un peu dans le cyberactivisme, en général, ils peuvent avoir des bagages techniques qui sont supérieurs par rapport à des gens qui sont censés protéger ces infrastructures-là. Du coup, en général, c'est leur façon de dire qu'ils ne sont pas d'accord en rendant indisponible ou bien en remplaçant en tout cas le site web de certains gouvernements ou bien de certaines organisations en y postant leur message pour dire que voilà, ils ne sont pas d'accord. Donc voilà un peu ce qui a fait les derniers jours, en tout cas par rapport à ce qu'on a vu. Nous avons vu, en tout cas, il y avait pas mal de cyberattaques. Donc voilà un peu le sujet qui est mis dans son contexte. Maintenant, je ne sais pas sur quel mode de fonctionnement on va fonctionner. Ce sera de façon interactive. Gérard, tu vas poser des questions, on va y répondre, ou bien je ne sais pas comment vous voulez qu'on procède. Donc, mais voilà un peu le sujet qui est mis dans son contexte. Pourquoi il y a pas mal de cyberattaques et pourquoi également cet espace-là est un espace à enjeu et à enjeu même de souveraineté nationale, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, certains pays qui sont très très avancés ont ce qu'on appelle des cyberarmées qui sont formées en tout cas dans ce milieu. Donc voilà un peu le sujet qui est posé dans son contexte. Maintenant, c'est un espace qui a plusieurs défis et plusieurs enjeux, et c'est un espace qui est très 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 difficile à contrôler. Très difficile à contrôler. Vous tous, vous étiez des témoins. Voilà, on nous a fait des restrictions, mais on avait des moyens, en tout cas, de passer outre pour passer ces restrictions-là et, voilà, utiliser Internet comme nous avions l'habitude de le faire, même si c'était à un mode dégradé, mais en tout cas, on avait la possibilité de l'utiliser. Maintenant, l'autre particularité de ces milieux-là qui est très complexe, c'est-à-dire, il efface tout ce qui est barrière géographique et de façon quasi instantanée. Aujourd'hui, vous pouvez être, par exemple, à 4000 km ou bien à 6000 km, en tout cas du Sénégal ou bien d'un pays, voilà, et vous avez la possibilité d'atteindre cette cible-là. Donc, c'est une force de frappe qui est, qui est phénoménal du fait que, voilà, en général, par exemple, les gens pour atteindre une cible, ils vont envoyer des bombes, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais là, vous avez la possibilité d'être là où vous êtes, juste devant un écran et un clavier avec une très bonne connexion. Et là, vous avez la possibilité de frapper depuis n'importe où. Et si vous remarquez un peu par rapport à la crise russo-ukrainienne, au lieu de commencer par des armes lourdes, ça a commencé par ce qu'on appelle par des cyberattaques en essayant de rendre indisponibles certains services financiers, c'est-à-dire les banques, ainsi de suite, et certaines infrastructures critiques, ce qu'on appelle les OIV, les infrastructures à importance vitale, pour vous dire qu'aujourd'hui, le cyberespace est devenu vraiment un monde à part entière et voilà, qui est très difficile à contrôler. Donc, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, donc aujourd'hui, le cyberespace est devenu quelque chose un enjeu
si je peux le dire comme ça, géopolitique. Parce que si on vient un peu sur la géopolitique, je me permets de le dire parce que ben, certains vont se dire que voilà, comment un IT, un professionnel de la cybersécurité, qu'est-ce qu'il a à voir avec de la géopolitique? Mais il faut savoir que la géopolitique va au-delà de ce qu'on appelle des gens qui ont une casquette politique. Parce que la géopolitique, c'est quoi? La géopolitique, c'est juste une interaction entre pouvoir et les terres que vous occupez. Donc, quand vous avez un certain nombre de pouvoirs, vous avez la possibilité d'occuper un certain nombre de terres. Et en fonction également de certaines terres que vous avez ce qu'on appelle un certain nombre de pouvoirs. Mais par rapport au cyberespace, ça s'est décalé un peu. Donc, on ne parle plus de géopolitique, mais on parle de noopolitique. C'est-à-dire, c'est un couple entre le savoir et le pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui vous donne la force ou bien cette capacité-là de frapper ou bien de pouvoir rendre indisponibles certains voilà, il faut un certain savoir parce que voilà, tout ce qui est cyber, voilà, c'est des compétences, il faut se former là-dessus. Maintenant, en fonction des connaissances que vous avez un certain nombre de pouvoirs. Et pour mieux vous expliquer cette partie-là, ici au Sénégal, on ne produit pas des routeurs, on ne produit pas des équipements, en tout cas, qu'on utilise en tout cas dans le cyberespace. Les majorités des constructeurs de ces équipements-là ou bien de ces services sont des Américains, des Chinois, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, en fonction d'une certaine connaissance qu'ils ont, d'accord, ils occupent un certain nombre de pouvoirs. Si on prend par exemple l'exemple des GAFAM, voilà, qui sont majoritairement américains, raison pour laquelle en fonction de ce savoir-là, ils ont un certain pouvoir. Si aujourd'hui, par exemple, ils nous disaient, voilà, on ne va plus utiliser Twitter, on ne va plus utiliser, voilà, regardez, dans cette réunion-là, on est en train d'utiliser Google Meet, qui est une solution de Google qui est, voilà, vous voyez un peu. Donc, il y a cet enjeu-là, d'accord? Et les États qui l'ont compris, ils vont se dire que voilà, ils vont développer des savoirs qui leur permettent en tout cas eux également d'avoir leur mot à dire. Et qu'est-ce qui leur donne leur mot à dire? Ils ont un certain nombre de savoirs et ils ont un certain nombre, ce qu'on appelle de pouvoir, qu'ils ont la possibilité, en tout cas, de faire valoir. Donc, voilà, c'est tant de sujets sur lesquels, si c'est pas, voilà, donc il y a pas mal de choses à dire. Donc, je préférerais maintenant, s'il y a des questions maintenant, qu'on les prenne et qu'on essaye en tout cas d'y répondre. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez de cette approche-là. Ok, je pense si vous avez terminé votre intervention, je vais ouvrir les micros. Maintenant, les règles sont simples. Chaque personne qui devra poser des questions va d'abord lever la main et on va lui donner en fait le droit de parler et ainsi de suite. Maintenant, s'il y a de l'embrouille, je remets encore les restrictions. Voilà. Bon, Gérard, c'est la démocratie. Donc voilà. Donc Non, voilà. ici, c'est la volonté. Et je sais que voilà, donc par rapport à ce que je viens de dire là, donc je sais que nous sommes tous des gens qui, voilà, on sait comment organiser l'espace. Donc nous avons la possibilité en tout cas de le réguler sans pour qu'il y ait ce qu'on appelle le débordement. Voilà. Donc je pense que vous pouvez maintenant utiliser vos micros. Essayez pour voir. Oui. Voilà. Donc maintenant, je laisse Serigne Khadim Faye continuer. C'est lui qui devait modérer ce webinaire. Donc je pense qu'il est venu. Je le laisse continuer. Et comme on l'a dit, hein, levez vos mains et posez vos questions. Les autres peuvent écrire aussi dans le chat. Merci. Voilà, merci beaucoup Gérard. Je pense que là, vous me recevez. Est-ce que je peux avoir la confirmation, Gérard, s'il vous plaît? Je n'ai pas entendu. Est-ce que vous me recevez très bien? Oui, oui, c'est bon. Ouais. C'est bon, on te reçoit. Parfait. Donc, merci beaucoup. Alors, bonsoir à tout le monde. Donc, désolé déjà pour le retard. Donc là, je devrais être là quand même vraiment depuis 21h, mais désolé quand même. Monsieur Sen, nous vous remercions vraiment d'avoir accepté cette invitation. Le plaisir est pour moi. C'est quand même voilà, qui entre dans un cadre très critique. Et donc, d'après ce que j'ai entendu par rapport à vos propos concernant les 5 minutes d'intervention que j'ai pu suivre, donc vous avez eu l'occasion de recadrer le débat et donc de consacrer à tout ce qui voilà, concerne les restrictions, tout ce qui consiste peut-être à utiliser des mesures de contournement. Voilà, pour pouvoir accéder à Internet, entre autres. Donc, du coup, ça sera quand même, je pense, un webinaire très animé. Donc, et comme vous avez déjà actuellement
recadrer le débat. Peut-être à mon niveau, je vais juste peut-être me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis connu sous le nom de Bamba Faye. Je m'appelle Serine Khadim Faye. Donc, du coup, actuellement, je suis le cyberministère chargé de la communication et donc des relations extérieures. Du coup, c'est un énorme plaisir, voilà, de vous voir tous, parce que donc là, tout à l'heure, lorsque j'ai eu vraiment cette audience, j'ai vu que je disais vraiment, waouh, ça méritait quand même d'être organisé. Parce que c'est un thème qui est d'actualité, c'est un thème qui nous touche tous. Donc, que ce soit nous soyons peut-être des professionnels dans le domaine ou bien que nous soyons juste donc des utilisateurs. Donc, du coup, ce qu'on va faire, on va laisser donc les micros peut-être ouverts et toute personne qui voudra poser une question relative à ce sujet, donc, on peut lever la main comme Gérard l'a dit. Et comme ça sera un débat interactif très intéressant. Donc, du coup, je vous remets la parole. Et si vous avez des questions à poser ou bien donc à faire aussi sur le chat, n'hésitez pas. Donc, pour le moment, on laisse comme ça en attendant que les intervenants donc puissent poser leurs questions. Bon, du coup, c'est pas est-ce que certains veulent poser des questions. C'est pas Zéra si c'est permis. Bon, si tel est le cas, moi, je pourrais aussi poser ma première question. Hein. Même si Allons-y. je viens d'arriver là, je pense que je bafoue pas les règles quand même. Bon, M. Sen, donc juste moi la question que je voulais vous poser concernant déjà l'intervention que vous avez faite, parce qu'on a vu que ces temps-ci, on a subi des restrictions, on peut dire même sans précédent, et qui ont été engendrées par une question politique. Donc là, on est allé au-delà donc du contexte politique. Et donc, ce contexte politique s'est déversé en un contexte social, en un contexte même humanitaire, en quelque sorte, pour dire. Donc, du coup, on est passé donc du politique vers donc comment dirais-je côté cybersécurité, côté cyberattaque, en tout ce qui concerne donc l'accès ou bien la communication. Alors, ma question en est que surtout ce qu'on a vu, trop vu même, sur ces restrictions, c'est l'utilisation des VPN. Donc, du coup, tout le monde s'est allé télécharger des VPN. Est-ce que vous pensez que donc le fait qu'on télécharge les VPN et qu'on les utilise, ça nous donne beaucoup plus accès, c'est vrai, aux réseaux sociaux ainsi qu'aux plateformes numériques. Mais est-ce que derrière, il n'y a pas quelque chose qui tourne derrière et qui pourrait nous porter préjudice peut-être plus tard? Alors, je vais répondre à cette question-là avec des pincettes. Déjà, pour ceux qui ne sont pas du domaine du métier, lorsqu'on parle de VPN, ben, c'est tout ce qui est les virtual private network, ou bien, ça c'est le terme anglais, ou bien les réseaux privés virtuels. Alors, c'est quoi un réseau privé virtuel? C'est le fait que vous avez la possibilité d'établir un tunnel de communication à travers une infrastructure qui est déjà publique, c'est-à-dire Internet. En général, pourquoi on le fait? À la base, c'était pour des raisons de sécurité et pour des raisons d'économie, parce qu'il fallait avoir des lignes spécialisées pour pouvoir joindre d'un bout à l'autre. Mais ça s'est révélé qu'aujourd'hui, avec les VPN, il y avait une autre utilisation. Déjà, ça permet de garder ce qu'on appelle tout l'anonymat. D'accord? C'est-à-dire tout ce que vous faites sur Internet, ben, ça va pas être tracé. Et ça permet également d'interconnecter, en tout cas, des sites, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais pour la raison pour laquelle, par rapport à ce contexte, pourquoi on a utilisé des VPN, c'est-à-dire pour bypasser la censure. La censure, c'est quoi? Ben, on nous dit que voilà, dans les réseaux, si je peux le dire comme ça, dans le cyberespace sénégalais, vous n'avez pas le droit d'utiliser Facebook, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est-à-dire quand vous avez une adresse IP qui est sénégalais, vous ne pouvez pas accéder à ces plateformes-là. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On utilise un VPN pour avoir une adresse IP non sénégalais. Parce que la restriction est, parce qu'aujourd'hui, l'État du Sénégal n'a pas la possibilité de restreindre les réseaux sociaux pour un citoyen italien ou bien pour un citoyen guinéen, ainsi de suite. Il peut le faire que pour ces citoyens de son pays. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on utilise une autre adresse. Monsieur Sen, on ne vous reçoit plus. Désolé les amis, j'ai parlé dans le vide. Désolé. Donc, je reviens par rapport au sujet. Donc, il y a Bamba qui demandait pourquoi on utilisait des VPN dans ce contexte-là. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont derrière? Donc, je disais que je vais répondre à cette question-là avec des principes. Mais avant ça, je vais faire juste la genèse de pourquoi les réseaux privés, les VPN,
et pourquoi on les utilisait. Avant, on les utilisait pour des raisons de sécurité, c'est-à-dire pour les communications intra-entreprises ou bien même, voilà, en tout cas pour les communications intra-entreprises. D'accord? Et un VPN, c'est quoi? C'est tout simplement un réseau privé virtuel, c'est-à-dire vous avez un réseau privé virtuel, c'est-à-dire quelque chose qui vous est privé, mais que vous allez établir aux fins d'une infrastructure publique. C'est-à-dire vous avez un domaine qui est public, et dans ce domaine qui est public-là, vous avez ce qu'on appelle un canal de communication qui vous est privé, mais qui vous est privé que vous allez établir par rapport à un serveur qui est distant. Maintenant, pourquoi dans ce contexte-là, on utilisait des VPN? Parce que l'État, le gouvernement a décidé de faire la restriction de l'utilisation des plateformes, des réseaux sociaux. Maintenant, lorsqu'ils vont faire ces restrictions-là, ils vont le faire par rapport à des adresses IP sénégalais. Parce qu'il faut savoir qu'au niveau des adresses IP, il y a des adresses IP qui sont détenues par chaque État a des blocs d'adresses qu'il utilise. Donc, ces restrictions-là, lorsqu'on va le faire, on va le faire par rapport à des adresses IP sénégalais, c'est-à-dire des adresses IP des gens qui sont sur le territoire sénégalais. On sait que voilà, lorsqu'ils doivent aller sur Internet, ce sont ces adresses IP publiques-là qu'ils vont utiliser. Maintenant, pour bypasser la censure, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de se connecter sur ces réseaux sociaux-là en utilisant des adresses IP non sénégalais. Et pour pouvoir utiliser ces adresses IP-là non sénégalais, on va utiliser ce qu'on appelle, on va se connecter à travers des serveurs VPN. En général, ces serveurs VPN-là, ils sont, par exemple, vous pouvez voir un fournisseur de services VPN, par exemple, tel que CyberGhost ou bien, voilà, TunnelBar, bien qu'il y a plusieurs serveurs répartis un peu plus dans le monde. Donc, quand vous vous connectez, par exemple, sur ces serveurs-là, par exemple, sur un serveur qui se trouve en Guinée, ou bien au Maroc, ou bien en Italie, ou bien en France, cela va vous permettre de bypasser ce contrôle-là, parce que la restriction est appliquée sur les adresses IP sénégalais. Maintenant, quand vous vous sortez sur Internet en passant par une adresse IP non sénégalaise, ça veut dire que vous bypassez cette restriction-là. D'accord? Maintenant, ce qu'il faut savoir, il y a deux choses sur les VPN. Il y a les VPN qui sont gratuits, vous ne payez rien du tout, et il y a les VPN qui sont payants. En général, qu'est-ce qu'on recommande pour plus de sécurité? C'est les VPN qui sont payants. Et parmi même ces VPN qui sont payants, il faut évaluer derrière, est-ce que la qualité y est? Est-ce que la sécurité y est? Maintenant, par l'inconvénient par rapport aux VPN qui sont gratuits, c'est quoi? C'est que vous ne savez pas les données avec lesquelles vous échangez, qu'est-ce qui est fait derrière. Parce qu'en général, quand vous utilisez Internet, il y a ce qu'on appelle des cahiers, des journaux. Et les journaux, c'est comme quoi? C'est comme un registre. Telle personne est entrée à telle heure, il est sorti à telle heure, il a vu telle personne, il a consulté tel site, tel site, tel site. Vu que vous vous connectez vers un serveur VPN distant, toutes ces informations-là sont détenues par le propriétaire de ce VPN, de ce service VPN. Si c'est un VPN qui demande à ce que vous vous inscrivez, c'est-à-dire vous renseignez votre nom, prénom, votre adresse email et votre numéro de téléphone, ce prestataire-là va détenir ce qu'on appelle des données personnelles pour vous. Et rien ne vous garantit que ces données-là il ne va pas les vendre. J'en suis sûr que depuis, avec les 96 heures là de restrictions qu'on a subies, il y a beaucoup de gens qui, la réception des adresses, des mails spam, c'est-à-dire des adresses, des courriers des adresses mail, des courriers mail indésirables, c'est multiplié ou bien c'est multiplié par 2, en tout cas à la fréquence dont il le recevait. Parce que en général, les prestataires qui fournissent des services gratuits, voilà, il y a aucune garantie qui est donnée derrière. En général, ils donnent ces données-là, ils les vendent à des sociétés qui font du marketing, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est ça un peu l'inconvénient. Mais il y a des avantages parce que quand vous le faites, ça permet d'anonymiser votre présence sur Internet. Ça anonymise votre présence sur Internet, c'est-à-dire par rapport à toute cette activité que vous faites, mais par rapport au prestataire de service, il a un peu les traces des sites que vous avez consultés. Il a, si c'est un VPN payant qui demande une inscription, il aura vos données personnelles. Et l'inconvénient, c'est quoi? Donc, vous avez partagé des données avec quelqu'un et voilà, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il va en faire. Et comme Gérard a l'habitude de le dire dans ses campagnes de sensibilisation, sur Internet, en fait, tout ce qui est gratuit
en réalité, n'est pas gratuit, il y a une contrepartie. La contrepartie, quoi? C'est la donnée que vous donnez. Et aujourd'hui, il faut savoir que dans le monde actuel, euh, euh, on dit que qui détient l'information détient le pouvoir. Donc, c'est un monde qui est orienté données, c'est-à-dire c'est les données qui vont nous permettre de prendre des décisions, c'est les données qui vont permettre de faire des campagnes ciblées, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est ça un peu l'inconvénient, en tout cas, d'utilisation de ces VPN-là. Mais il y a un avantage parce que ça nous permet, en tout cas, de contourner un peu les censures et de pouvoir communiquer avec tranquillement, en tout cas sur Internet, en utilisant un peu les plateformes avec lesquelles nous avons l'habitude d'utiliser pour communiquer, que ce soit la messagerie instantanée ou bien les plateformes de streaming et entre autres. Maintenant, sur ces VPN-là, dans certains pays, c'est pas illégal, mais il y a des pays, par exemple, tels que la Chine et la Russie, il y a un troisième pays dont j'ai oublié. L'utilisation de ces VPN-là, c'est illégal. Mais ici au Sénégal, ben, nous n'avons pas ces restrictions-là. Donc voilà, chacun est libre d'utiliser un VPN. Donc il n'y a pas de mal. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire sur le sujet. Et désolé tout à l'heure, en tout cas, d'avoir coupé mon micro, donc j'ai parlé pendant un bout de temps dans le vide. Désolé. Alors, merci beaucoup, M. Sen, pour cette intervention. Je pense que ça a été quand même très clair. D'abord, en voyant déjà les avantages que nous offrent les VPN et de voir aussi de côté donc, les inconvénients, notamment donc, pour les données. Donc, et on sait que c'est très sensible. Et merci beaucoup pour cette intervention-là. Il y a Samba Ali Diouf Faye, donc, qui a levé sa main. Donc, j'espère qu'il veut poser une question ou bien faire une intervention. Alors, Samba Ali, si vous pouvez prendre la parole, on vous donne cela. Sinon, également, il y a des questions qui sont posées dans le chat. Allô? Oui, oui, allez-y, allez-y, Jokel Ndiaye, vu que vous aviez levé la main, allez-y. Allô, oui. Exactement. Allô? Jokel, attendez, attendez après, comme Samba. ça. Oui, Samba, allez-y, prenez la parole. Jokel, je vous redonne la parole dans un instant. Ok, bonsoir tout le monde. Merci, Seigneur Khadim Faye, de m'avoir donné la parole. Et avant tout, je tenais à exprimer mes sincères félicitations à mon mentor ici présent, M. Sen. J'espère que vous me reconnaissez. Vous me reconnaissez, c'est Samba Faye, ingénieur ICT Security Operation à la CSE Compagnie Sahélienne d'entreprise. Tout à fait. Bon, moi, j'avais une question à vous poser. Vu que par rapport à l'Internet et comment dire, ces derniers temps-ci, on a eu à affronter beaucoup de problèmes, quoi, et il y a une désinformation totale. Il y a des fake news à cet instant que Dieu fait, mais chez nous, vous voyez des personnes qui ne maîtrisent pas l'Internet ou bien le domaine de la numérique, mais ils pensent que tout ce qu'on poste, c'est de la pure vérité. Du fait, moi, je voulais poser la question à savoir comment la désinformation et les fausses nouvelles influencent-elles le paysage sociopolitique du Sénégal? Comment la désinformation et les fausses nouvelles? Question très pertinente. Et j'aimerais bien aborder. Oui, j'ai bien entendu la question, Samba Ali. J'ai bien entendu la question, Samba Ali. Et quels sont les moyens de lutter contre ce phénomène? Il y a deux questions. Je voulais savoir comment la désinformation et les fausses nouvelles influencent-elles le paysage sociopolitique du Sénégal? Et aussi, quels sont les moyens de lutter contre ce phénomène? Merci. D'accord. Donc, je disais que c'est une question qui est très pertinente. Et au-delà comme tu l'as dit, la désinformation et voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut savoir qu'aujourd'hui, au-delà de là où vous avez abordé votre question, il y a un problème économique. Vous ne pouvez pas imaginer combien on a perdu durant ces 72 heures, ces 96 heures en tout cas de restrictions. C'est des milliards. Parce qu'aujourd'hui, une compagnie comme la Sonatel qui reste pendant des minutes sans pour autant fournir ce service-là, ben, c'est des pertes énormes. Il faut savoir que l'État est actionnaire par rapport à ça. Et au-delà de la Sonatel, il y a les MEE
des établissements à monnaie électronique tels que Orange Money, tels que Wave, tels que Free Money, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et même les banques qui ont dû fermer parce il y a certains qui ne pouvaient pas faire de banque en ligne. Donc, c'est énorme. Maintenant, par rapport à la désinformation, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est, j'essaie de trouver le bon mot, mais c'est quelque chose qui est très grave parce que le manque d'information, parce qu'aujourd'hui, toute décision qu'on prend, on le fait sur la base d'une information. Si aujourd'hui, on n'a pas la bonne information, il y a un problème. On peut agir sur la base, en tout cas, du faux, d'accord? Et c'est très grave. Je donne juste un exemple. Si aujourd'hui, par exemple, on parvenait à dire que c'est Samba Ali qui a fait tel acte qui est un crime et qu'on ne peut pas le vérifier et que voilà, il y a des gens, par exemple, je donne juste un exemple par rapport au contexte. On parle de nervis par-ci, par-ça, par-ci, par-là. Admettons qu'on dit que voilà, Samba Ali est un nerveux, sans pour autant te caricaturer, c'est juste un exemple. Maintenant, si aujourd'hui c'est une désinformation et qu'on n'a pas la possibilité de vérifier cette information, peut-être que tu peux te faire lyncher pour rien du tout parce que les gens n'ont pas la bonne information. Donc voilà pour vous dire à quel point, en tout cas, la désinformation, elle peut rendre en tout cas un pays à terre et ça va faire que intensifier en tout cas la tension, en tout cas politique et sociale de façon générale ici au Sénégal. Maintenant, il y a des techniques qui nous permettent en tout cas de vérifier ce qu'on appelle vérifier ce qu'on appelle l'information. Mais ces techniques-là ne sont pas données à tout le monde. Et ces techniques-là sont des techniques de type OSINT, c'est-à-dire tout ce qui est renseignement. Parce qu'aujourd'hui, une personne peut avoir ses propres outils de renseignement. Lorsqu'on parle de renseignement, en général, on parle par rapport aux États qui vont faire des renseignements, et ainsi de suite. Mais par rapport même pour revenir un peu sur le contexte, avant les renseignements, c'est des personnes physiques qui faisaient de l'espionnage, qui faisaient du filage, c'est-à-dire de la filature, c'est-à-dire qui poursuivaient des gens. Maintenant, aujourd'hui, le renseignement s'est déplacé vers ce qu'on appelle le cyberespace. Donc, on fait du renseignement, on fait de la filature en utilisant ce qu'on appelle les moyens numériques, c'est-à-dire le cyberespace. Maintenant, aujourd'hui, il y a des outils qui existent qui permettent à chaque personne de faire ce qu'on appelle du renseignement pour vérifier ce qu'on appelle la véracité d'une information. Et ces outils-là sont des outils de type ce qu'on appelle OSINT. Donc, pour les professionnels du domaine, ils connaissent. Et c'est un outil qui est open source, qui est accessible à tout le monde et qui permet de pouvoir vérifier la véracité d'un certain nombre d'informations et qui permet de faire des recherches croisées pour permettre de vérifier si une information est avérée ou fausse. Maintenant, au-delà de la désinformation, le pouvoir faire du renseignement, il y a également un autre aspect qui n'est pas donné à tout le monde, c'est-à-dire de pouvoir vérifier souvent, par exemple, sur une photo, de pouvoir vérifier est-ce que c'est une photo réelle ou bien c'est une photo montée, c'est-à-dire biaisée à l'intérieur. Donc ça, c'est un autre domaine. Mais pour répondre à votre question, il y a des outils tels que le OSINT, des outils OSINT qui permettent de faire du renseignement qui existent aujourd'hui et qui sont accessibles à toute personne qui s'y connaisse. Il suffit tout simplement de savoir les utiliser et de savoir les paramétrer, les configurer. Ben, c'est eux qui vont faire voilà, les renseignements pour vous. Donc, nous, aujourd'hui, les professionnels du domaine, pour avoir la bonne information ou pour pouvoir ce qu'on appelle de la veille par rapport à certaines informations, ce sont ces outils-là que nous utilisons. Donc, qui va aller chercher l'information pour nous, les corréler. Quand on dit corréler, c'est-à-dire les confronter un peu, c'est comme je peux le dire comme ça. Hein. Donc voilà, c'est comme s'il prend une information A et une information B, permet de les confronter et voir est-ce que cette information elle est vraie ou pas. Maintenant, on va le faire à travers plusieurs sources. Maintenant, le fait que par exemple, parce que quand vous avez une information A et une information B, ben peut-être qu'il y a même un problème de les vérifier. Mais quand vous en avez par exemple une vingtaine, mais vous avez la possibilité de confronter ces 20 informations-là et d'en tirer meilleure partie pour savoir, voilà, est-ce que c'est vrai ou pas. Donc, voilà un peu pour répondre à votre question, M. Samba Ali, en espérant que, voilà, vous êtes satisfait de la réponse.
Voilà, merci beaucoup, M. Siam. Je pense que Samba Ali, quand même, voilà, il vient de vous remercier déjà même dans le chat par rapport à ces pertinents éléments de réponse que vous avez accordés. En tout cas, merci beaucoup. Alors, pour les questions sur le chat, vous avez la possibilité aussi de continuer à les poser. Par la suite, on va essayer donc de faire une synthèse. Et comme ça, M. Siam va y revenir largement. Alors là, il y avait Jokel qui avait levé la main. Jokel, est-ce que vous êtes toujours là? Oui, je suis toujours là, oui. Jokel, on vous donne la parole. Merci. Je dis bonsoir à tout le monde. En fait, oui, la situation que nous traversons ces temps-ci. J'avais une petite question que j'aimerais poser parce que j'étais au moins dans une entreprise. J'avais vu aussi qu'il y avait des restrictions parce que aujourd'hui, j'ai dit que les VPN là, même si c'est une première fois que c'est utilisé au Sénégal, je ne dirais pas que c'est utilisé, mais la majeure partie qui ne connaissent pas l'informatique vient de découvrir. Donc, pour les gens qui étaient dans l'entreprise, par exemple, et qui ne connaissaient pas ces moyens-là pour contourner les réseaux, les restrictions qui sont dans les réseaux, dans les réseaux des entreprises, est-ce qu'aujourd'hui, ça ne va pas constituer, par exemple, une petite, je ne dirais pas que ça va contourner l'entreprise aujourd'hui par ces moyens de restriction. Et si aujourd'hui, par exemple, les VPN que les gens ne connaissaient pas auparavant, ceux qui ne connaissent pas l'informatique, aujourd'hui parviennent à utiliser pour contourner les zones dans les entreprises, est-ce que ceci ne va pas être aujourd'hui une source ça va porter des conséquences pour l'entreprise aujourd'hui? Très bien, très bien. Très bonne question, très bonne question. Ben, faut savoir qu'en entreprise également, ben, c'est un monde également à part. Voilà, parce qu'aujourd'hui, en entreprise, en général, quand vous travaillez pour une entreprise, il y a des entreprises qui pratiquent le BIOT, le Bring Your Own Device, c'est-à-dire tu viens travailler avec tes propres matériels. Mais en général, en entreprise, tu utilises les équipements de l'entreprise, d'accord? Et par rapport à ces équipements de l'entreprise-là, il y a un certain nombre de restrictions qui sont faites qui fait que voilà, il y a que les équipes IT qui ont la possibilité d'utiliser un certain nombre d'outils. Donc, qui fait que voilà, aujourd'hui en entreprise, on a la possibilité non seulement d'appliquer des restrictions au niveau hardware, c'est-à-dire sur le matériel pour dire que voilà, telle personne a le droit d'installer un logiciel de type VPN, ou bien même pour dire, voilà, par rapport à tel navigateur que vous utilisez, voici les fonctionnalités que vous pouvez utiliser ou pas. Donc, ça fait partie des pratiques de durcissement qui sont utilisées, qui permettent en tout cas de restreindre un certain nombre de pratiques en entreprise. Toutefois, est-il que voilà, il peut y avoir toujours des faiblesses en entreprise, c'est-à-dire qui fait que quelles que soient les mesures de sécurité qu'on va appliquer pour contraindre, les gens peuvent en tout cas bypasser. Mais dans le cas où on l'a vu dans ce contexte actuel-là, en général, les gens qui le font, ils vont le faire en utilisant ce qu'on appelle le terminal mobile. D'accord? Et par rapport à ces terminaux mobiles-là, en général, en entreprise aujourd'hui, le réseau de production qu'on utilise diffère du réseau sur lequel les gens vont se connecter. Voilà. Toutefois, est-il que, voilà, ce qui existe dans une entreprise X n'est pas le même contexte que ce que utilise une entreprise Y. Peut-être que dans certaines entreprises, ils ont un seul moyen de connexion, que ce soit un appareil professionnel ou non professionnel, ils vont utiliser le même réseau. Et qui fait que peut-être, voilà, ils peuvent, voilà, faire entrer en tout cas des trucs ou bien recevoir des mails sur lesquels ils vont cliquer. Et là, ils ne devraient pas cliquer. Donc, mais tout ceci fait que voilà, ben, ce sont des restrictions, des contrôles qu'on va appliquer en entreprise pour essayer d'y parer. Ce que vous dites là, vraiment, c'est pour moi, ça peut être révélé comme un cas spécifique, un use case, un nouveau use case par rapport au contexte que nous avons vécu, qui permettra à tout professionnel, en tout cas de la cyber, de voir comment renforcer sa posture en essayant de limiter un peu cette surface, ce nouveau surface-là qui vient de s'ouvrir avec l'utilisation, en tout cas, des VPN. Et ce qui est plus dangereux également dans ça, c'est-à-dire que tout ce que vous faites derrière un VPN, c'est quelque chose qui est masqué. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir réellement qu'est-ce que vous avez fait, c'est-à-dire quels sont les sites que vous avez consultés, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que voilà, ça passe par un tunnel qui est chiffré. Et quand on parle de chiffrement, c'est-à-dire on vise ce qu'on appelle à préserver l'anonymat, en tout cas, de la personne, qu'est-ce qu'il a fait,
et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est un cas typique à part entière, mais par rapport à ce que je viens de vous dire, donc voilà comment on peut, l'entreprise en tout cas peut faire, c'est-à-dire c'est des mesures de durcissement qu'ils vont faire au niveau hardware, au niveau système, au niveau également applicatif, en tout cas pour essayer de parer à ces genres de contournements-là. Donc, par exemple, dans certaines plateformes d'entreprise, par exemple, quand vous utilisez des navigateurs de type Tor, qui sont un peu le même mécanisme, parce que moi, j'avoue que voilà, lorsqu'il y a eu les restrictions, j'ai utilisé beaucoup Tor, en tout cas, qui m'a permis, en tout cas, de travailler convenablement, comme si j'étais, voilà, en temps normal. D'accord? Maintenant, il y a certaines entreprises, dès que vous utilisez un navigateur Tor, ben, ils savent que voilà, il y a des signatures qui permettent de le détecter et de vous dire que voilà, vous n'avez pas la possibilité d'utiliser. Mais c'est en tout état de cause, il faut savoir que voilà, ben, il y a certaines entreprises qui n'ont pas cette maturité du point de vue sécurité, ou bien qui n'ont pas, en tout cas, les mains qu'il faut pour pouvoir appliquer ces restrictions-là afin que l'utilisation de ces VPN-là puisse, en tout cas, les exposer. Donc, voilà un peu, Jokel. Voilà, merci beaucoup, M. Sen. Alors, Jokel, je pense que votre question quand même a été répondue. Alors, les gars, n'hésitez pas à poser. Il y a des mains qui sont levées. Sorry, on ne te reçoit plus, on t'entend. Il y a des mains qui sont levées. Je vois Adama Diallo, José. Gérard, est-ce que tu peux leur donner, ok, allons-y. Les questions parce que nous allons aussi libérer les personnes fixes. Et nous allons essayer de répondre pour la majorité. Donc là, je pense qu'il y a José. José, on te donne la parole après Adama Koula. Ok. José, tu as la parole. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Lacosta. Est-ce qu'on m'écoute ou bien? Oui, on te reçoit. Ok, merci beaucoup. Je m'appelle José Maria. Aussi, je suis membre de la communauté. Donc, je fais partie du domaine. Bon, consultant en sécurité. Bon, ma question, c'était plus, c'est vrai que, bon, moi, je suis, ça fait 6 ans que je suis au Sénégal. Bon, c'est la première fois qu'on voit un événement comme celui-ci. Donc, en premier lieu, j'aimerais savoir si c'est la première fois que bon, l'État sénégalais prend la décision de bloquer la connexion Internet. Et après ça, j'aimerais savoir aussi, comme nous tous on le savent, la plupart des organisations ont besoin de la connexion pour réaliser ces tâches. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce que, bon, Monsieur Moustapha Sen, qu'est-ce que vous croyez a pu perdre l'État sénégalais en tant qu'impact économique avec cette baisse de connexion qu'on a eue dans tous ces jours-là? Oui, par rapport à l'impact économique, je pense que je l'ai ramassé tout à l'heure. Donc, l'impact l'impact qu'on va sentir dans un premier temps, c'est un impact financier. Ben, aussi au Sénégal, on n'est pas dans une dynamique où, par exemple, voilà, on peut faire de la télémédecine, ainsi de suite, ainsi de suite, mais l'impact économique, c'est purement financier parce que ben, il y a pas mal de gens qui ne pouvaient pas utiliser Wave pour faire des transactions. D'accord, ça c'est un. Que ça soit entrant cash in, cash out, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que Wave n'est pas utilisé que par les Sénégalais. Il y a la diaspora qui convoie de l'argent à travers Wave pour envoyer de l'argent à leur famille. Donc, il y a des gens qui, non seulement ne pouvaient pas utiliser ces services parce que ce sont des services qui fonctionnent essentiellement avec Internet. Wave n'est pas un opérateur, donc il ne peut pas utiliser ce qu'on appelle des codes USD. Les codes USD, c'est le fait que, par exemple, tu as la possibilité de faire des transactions financières, autant pour moi,
en utilisant par exemple le dièse 144 sans pour autant faire de la publicité. Mais Wave ne peut pas faire ça. Donc, c'était un moyen, en tout cas palliatif, pour essayer de contourner un peu. Mais il y a pas mal de services financiers, les Western Union, les RIA, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, certains qui, en fonction en tout cas de certaines zones où ils travaillaient, ne pouvaient pas utiliser ce qu'on appelle la 4G pour pouvoir travailler. Et ce qu'il faut savoir aujourd'hui, ben, la fibre ou bien le cuivre n'est pas dans toutes les maisons. Il y a des gens qui, voilà, pour des raisons de confort, travaillent essentiellement sur la 4G. Et voilà, ben, ils pouvaient pas le faire. Il y a des gens également tels que des youtubeurs, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils font du streaming ou bien ils produisent du contenu. Et par rapport à ce contenu-là, ben, ils sont payés par rapport à ça. Et quand ils sont payés, ben, c'est l'argent qui quitte un peu les GAFAM pour venir ici au Sénégal. Ben, ce sont des flux d'argent qui ne rentrent plus. Et quand ça rentre plus, ben, ça a un impact sur le PIB, sur l'ensemble des richesses qui sont produites par le pays en un moment donné. Donc voilà, il y a un réel impact, en tout cas financier, sur ce point de vue-là. Et voilà, il y a des organismes qui ont essayé de le chiffrer, mais pour le moment, je pense que c'est assez précoce, en tout cas, d'avoir des chiffres réels. Je pense qu'il faudra, là, pour des sociétés telles que Sonatel, ils ont la possibilité de savoir combien de milliards ils produisent ils créent comme richesse par jour. Mais il y a d'autres sociétés qui ne le sont pas. Donc, il fait qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir des indicateurs pour pouvoir chiffrer de façon objective. Voilà, pour chiffrer de façon, en tout cas, objective, en tout cas, les impacts économiques. Donc, voilà, un peu, José. Alors, merci beaucoup, M. Sienne. Je pense qu'on va essayer d'y aller très rapidement. Alors, José, merci pour l'intervention. Je pense que aussi vous avez eu certains éléments de réponse. Et oui, José, il paraît que vous vouliez parler. Bon, il avait oublié la première question à propos de est-ce que c'est la première fois que l'État sénégalais. Oui. Alors, en tout cas, de mémoire, moi, c'est la première fois que j'ai vu ça. Donc, on a vu des restrictions par rapport à des signaux radio, voilà, par rapport à la diffusion de l'information. Mais censurer carrément Internet à ce niveau-là, franchement, je l'entendais que la dernière fois que je l'ai entendu, je pense que c'était au Libéria. D'accord? Voilà, c'était vraiment blackout total. Les gens ne pouvaient pas communiquer, les gens ne pouvaient pas échanger. Mais ici au Sénégal, voilà, sauf erreur de ma part, c'est la première fois qu'on ait subi une restriction de cette ampleur-là à l'utilisation d'Internet. Voilà, je pense que là, c'est bon. Voilà, donc il vous a remercié. Merci beaucoup, M. Sen. J'espère qu'on n'abuse pas quand même de vos précieuses heures. Alors là, on va prendre quand même une dame. Donc, je vois qu'il y a Fatou Bintou Ndiaye qui a levé la main. Après, par la suite, on va essayer peut-être de prendre 2 à 3 interventions avant de faire le tour sur le chat et de peut-être clore le débat. Alors, Fatou Bintou Ndiaye, est-ce que vous pouvez prendre la parole? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. D'abord, j'aimerais vous remercier pour cette belle intervention que vous avez faite. Juste, j'aimerais poser une question. Est-ce que l'État du Sénégal, en appliquant ces restrictions-là dernièrement, ne s'est pas exposé, vu que très souvent, on le dit, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Est-ce que cette situation-là ne facilite pas, par exemple, les hackers ou bien d'autres personnes malveillantes d'attaquer l'État ou bien de prendre les données de sa population? Merci. Oui, ils vont prendre des données, mais en fait, c'est des données qui sont données volontairement par les citoyens. Donc voilà, parce que c'est toi qui es allé sur une plateforme qui te dit que voilà, moi, je propose un service VPN. Tu dis d'accord. Voilà, je vais m'inscrire. Pour m'inscrire, c'est quoi? Nom, prénom, adresse email. En général, il n'y a pas de numéro de téléphone. Et là, boum, voilà, il t'envoie un message pour activer, tu actives et là, tu peux commencer à utiliser. Et en général, il te dit que là, il y a une période d'essai de 7 jours ou bien de 30 mois ou bien il y a des autres qui sont fullement gratuits. D'accord? Et maintenant, lorsque vous le faites, voilà, c'est vous qui avez décidé de donner vos données
de façon volontaire. Donc, voilà, c'est pas, certes, ces données-là des citoyens sénégalais ont été monnayées par l'utilisation des services VPN grâce aux décisions qui ont été prises par l'État sénégalais. Donc, mais il faut savoir que c'est libre d'utilisation, voilà, c'est la personne qui décide même, il a besoin de ce service, donc il s'inscrit, donc c'est lui qui monnaie ses données. Maintenant, par rapport au fait qu'il s'expose, oui, il s'expose parce que lorsqu'il va prendre ces genres de décisions-là, il y a des groupes, tels que je l'ai dit, des groupes cyberactivistes, voilà, qui vont se dire que voilà, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord par rapport à ce qui se fait. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, par rapport à qu'est-ce qui les a réveillés, c'est par rapport à l'utilisation du Stack Free Sénégal. Donc, ça a réveillé pas mal de gens qui vont se dire que voilà, qui vont essayer de voir, mais qu'est-ce qui se passe au Sénégal? Et s'il y a des gens, voilà, qui appartiennent à ces genres de groupes-là, voilà, ça va faire très mal. Et aujourd'hui, on a vu qu'il y avait une série d'attaques avec le 27 à l'approche du procès de Ousmane Sonko. Mais il ne faut pas se dire que là, c'est terminé. Parce qu'en général, les cyberattaques, ben, les gens, ils les préparent très bien et ce sont des actions qui sont très bien coordonnées avec des groupes qui ont des forces de frappe très, 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 très létales. Donc voilà, en espérant que voilà, ça va se limiter là. Mais il faut savoir que voilà, l'État, bien évidemment, s'expose en prenant ces mesures de restriction-là et qui fait que voilà, il y a des groupes de hackers qui vont prendre comme cible l'État sénégalais. Et voilà. Voilà. Donc voilà un peu Fatou Bintou pour répondre à votre question. Alors là, je pense que Fatou Bintou, vous avez eu aussi certains éléments de vos réponses. En tout cas, merci beaucoup pour ce qui concerne l'exposition des données. Et là, on pense que quand même les séries d'attaques que nous avons connues il y a de cela quelques jours quand même vont s'arrêter. On l'espère très bien quand même. Alors là, on donne la parole à Mohamedou Moustapha Kamara. Est-ce que Mohamedou peut intervenir, s'il vous plaît? Bonsoir à tous et merci M. Sen pour cette intervention. Je me suis connecté un peu tard, mais je me suis rendu compte que ma question un peu voulait bosser un peu sur le sujet sur lequel je voulais intervenir, c'est par rapport aux séries d'attaques qu'on a eues. Parce que c'est quelque chose qui est passé plus ou moins inaperçu, parce que ça n'a pas directement impacté en fait la population, mais quand même ça a impacté le gouvernement. Beaucoup de sites du gouvernement ont été disons, bon, je ne dirais pas hackés, mais ont subi des cyberattaques. Même certaines informations ont été publiées sur le dark web. Aujourd'hui, je ne sais pas comment je peux l'expliquer, est-ce que c'est un dangereux précédent qui peut aujourd'hui impacter dans un futur proche ou bien le Sénégal, notre souveraineté en cybersécurité? Alors, tout à fait. Et voilà, pour moi également, c'est un alerte pour l'État sénégalais et nous également, même acteurs du domaine, de savoir que voilà, nos sites web sur l'intranet gouvernemental sont vulnérables, d'une part, et qu'il conviendra en tout cas de les sécuriser. Maintenant, par rapport à votre question, je n'ai pas retenu toute la façon dont vous l'avez dit, mais je retiens un peu le sens. Tout dépendra en tout cas des données qu'ils ont pu récupérer. D'accord? C'est ça qui, voilà, peut-être, voilà, parce qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, le groupe m'est revenu, c'est Mysterious Teams O. On ne sait pas quelles données ils ont récupérées. En tout cas, ils ont rendu des sites indisponibles. Ils ont rendu certains sites, en tout cas, inutilisables, même s'il y a certains de ces sites qui, après, les gens, ils ont pu faire le nécessaire depuis le lendemain. Moi, j'ai reçu pas mal d'appels, en tout cas, des amis qui travaillent pour l'administration, parce que pensant que voilà, j'en savais quelque chose, mais bon. Sur certains appels même, je prenais pas parce que ces temps-ci, c'est pas sûr du tout. Et par rapport à ce qui se passe ici, même si on sait quelque chose vaut mieux, bon, bref. Mais en tout cas,
c'est assez grave pour moi, à mon sens, parce qu'un État, pour moi, ben, nul n'est, avec les cyberattaques, ben, personne n'est à l'abri. Mais pour moi, un site gouvernemental, voilà, il faut un minimum, je vais pas dire un minimum, mais il faut un maximum de sécurité. Et voilà, qui fait que voilà, ces genres de trucs-là, voilà, ne puissent pas arriver, même si ça arrive, qu'on puisse les maîtriser. Mais je sais que voilà, il y a des sites qui sont restés pendant plusieurs jours, d'autres plusieurs heures, sans, en tout cas, sans pour autant être disponibles. Donc, et ça, pour moi, c'est parce que un site gouvernemental, c'est une vitrine d'un pays. Et pour moi, aujourd'hui, ben, ça nous enchante pas, nous, professionnels du domaine, qu'on voit que voilà, euh, voilà, on subit des cyberattaques. Même si, voilà, nul n'est à l'abri, parce que comme je le disais tout à l'heure, les cyberactivistes et les hackers, en général, ils ont des compétences plus élevées que des gens, en tout cas, qui vont s'arrêter de sécuriser pour la plupart du temps. Parce que c'est ça leur boulot. Et que, voilà, donc, on doit renforcer notre posture de sécurité de façon générale, que ce soit l'État, que ce soit les privés. Et voilà, peut-être que le régime prochain qui va venir, en tout cas, mettra les moyens qu'il faut voilà, pour pouvoir parer à telle situation. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Siane, et merci beaucoup aussi, Mohamedou. Voilà. Donc, et la question à chaque fois qu'on se pose, c'est pas est-ce que nous serons attaqués, mais c'est quand est-ce que nous serons attaqués, que si nous serons attaqués, quelles sont quand même les possibilités ou bien les stratégies à mettre en œuvre pour quand même éviter que ces attaques posent quand même trop de problèmes. Je pense que nous avons subi certaines attaques, comme vous l'avez dit, rendant quand même indisponibles certains sites. Et c'est très important aussi de rappeler que les sites des gouvernements, en quelque sorte du gouvernement sénégalais, représentent, donc, comme vous l'avez dit, les vitrines donc, de toute la nation. Donc, c'est tout à fait obligatoire d'ailleurs même d'avoir une sécurité donc de très haut niveau pour éviter quand même voilà, de dénaturer cela. Alors, on va donner la parole à Adam Koula Diallo. Donc, Adam Koula Diallo, si vous pouvez intervenir très rapidement, s'il vous plaît, en 2 minutes. Et comme ça, on va passer la parole à une autre personne pour clore le débat par la suite. Super, merci. Bonsoir à tous. J'aimerais commencer par féliciter M. Sen pour la précision de tous ses propos, de ses réponses à toutes les questions. Moi, j'ai une question parce que vous l'aurez senti, on est tous en train de nous plaindre par rapport aux impacts de la coupure d'Internet qu'il y a eu. Mais peut-être qu'il y a un autre point qui met en risque la stabilité même du pays, qui est la propagation des fake news. Comme vous l'avez dit, les professionnels, les hommes qui sont avertis peuvent peut-être vérifier l'information, est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est fausse. Par exemple, quelqu'un qui navigue, dès que tu lui demandes, qu'il te donne une information, tu lui dis, qui te l'a dit, il va te dire que c'est Internet là. Maintenant, je me demande, ma question est que je sais qu'il y a beaucoup de communautés au Sénégal, des communautés IT. Quel peut être le rôle de ces communautés pour partager, au moins pour faire comprendre à la population, si je vois une information, je dois me poser qui a partagé l'information, est-ce que c'est vrai avant même de la partager ou bien d'agir par rapport à l'information que je viens de voir. En résumé, quel peut être le rôle des communautés IT du Sénégal pour lutter contre la propagation des fake news au Sénégal? Je vous remercie. Très bonne question, Adamo Koula Diallo. En tout cas, et merci également pour les mots que vous avez placés par rapport sur moi. En tout cas, merci beaucoup. Alors, c'est un chantier très, très vaste que j'avoue que les communautés à eux seuls ne peuvent pas faire. En tout cas, je vois que Gérard en fait un boulot exceptionnel. Il essaie de sensibiliser, mais j'avoue que cette sensibilisation a un périmètre qui est bien défini. C'est-à-dire, cette sensibilisation va uniquement pour les professionnels du domaine. Par rapport à ce que vous avez dit, Adamo, je vais le commencer par rapport à ma famille proche. Moi, aujourd'hui, je reçois de certains proches, en tout cas des informations qui je sais que c'est pas avéré. Et souvent, ça peut être, par exemple, un grand-parent ou bien une personne qui est très âgée. Et souvent même, vous avez du mal à lui dire que là, cette information n'est pas avérée. Et du coup, pourquoi? Parce que nous, on a pris le train en marche.
D'accord? Aujourd'hui, les smartphones, c'est tout le monde qui l'utilise en fait. Et il y a nos mamans qui n'ont pas, qui peuvent pas vérifier, et il y a des gens qui l'utilisent par rapport à la sensibilité. Donc aujourd'hui, combien de vous, par exemple, nous professionnels et sensibilisés, avertis, combien de fois on a reçu des messages pour vous dire que voilà, si vous cliquez sur ce lien, vous aurez 100 gigas de données. Nous savons tous que c'est pas vrai. Mais nous, nos mamans et voilà, qui ne sont pas sensibilisés à ça, ils ne peuvent pas savoir. Ils reçoivent même des liens qu'ils cliquent comme pas possible, voilà, et ils l'utilisent comme ça. Donc, ils ne peuvent pas savoir quelle application est fiable ou pas. Et voilà. Donc, nous, le rôle que l'on peut faire, c'est-à-dire de sensibiliser, mais en essayant de le faire à un niveau le plus bas possible. C'est-à-dire, à travers des séries comme ça, sensibiliser déjà autour de nous. Et après, chacun sensibilise. Je pense que si chacun se mettait à sensibiliser peut-être 10 personnes autour de lui, à un certain moment, on va y arriver. D'accord? Mais pour moi, l'initiative, en tout cas, qui permettrait, en tout cas, mais c'est un projet à long terme, c'est-à-dire de faire comme les Canadiens et d'autres pays l'ont fait. C'est-à-dire ils ont introduit des modules de cybersécurité dans les basses classes. C'est-à-dire on enseigne à nos jeunes frères, depuis les basses classes, c'est quoi la cybersécurité, comment vérifier si un site est fiable, comment, voilà, est-ce que vous devez partager telle information, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc si on grandit avec ça, ces petits-là, voilà, auront l'occasion même de sensibiliser les gens qui n'ont pas fait l'école, ou bien même auront la possibilité de sensibiliser nos mamans, nos tantes qui n'ont pas fait l'école, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Du coup, on aura ce qu'on appelle une société cyber-sensibilisée et qui permet en tout cas d'éviter la désinformation, parce que la désinformation, ça tue, c'est pas bon du tout. Et voilà, donc voilà un peu. Donc Gérard, on nous lance à nous tous, en tout cas, qui sont membres de pas mal de communautés. Donc, la sensibilisation aujourd'hui, pour moi, ou même, il y a un gars qui fait des podcasts en Wolof, j'ai oublié son nom. Il fait un bon boulot là-dessus. Même si, voilà, toutes ces podcasts sont orientés dans des sujets de tech, mais il fait la tech, ou bien même Harala, avec Ousseynou Diop, qui enseigne l'IT à travers des langues nationales. Moi, je pense qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on devait faire? Le combat, c'était là-bas, c'est-à-dire de voir comment sensibiliser, mais en utilisant la langue Wolof, la langue Pulaar, la langue Socé, en tout cas, toutes les langues, en tout cas, que nous pratiquons dans cette zone-là. Donc, voilà un peu, Adamo, les éléments de réponse que je pourrais apporter par rapport à votre pertinente question. Alors voilà, donc Adamo, je pense que c'est bon à votre niveau. Si vous n'avez pas d'autres interventions quand même, Monsieur Sen, ce que vous avez dit quand même est très important parce que le plus souvent, comme vous l'avez dit, si ce sont des étudiants ou bien des professionnels qui sont dans le domaine de la sécurité, qui font la sensibilisation et qui utilisent en quelque sorte certains termes qui sont des termes très techniques. Donc, ça peut avoir quand même un périmètre bien défini. Et déjà, même si dans ce contexte-là que même la communauté SN avait pris la décision et derrière un programme qui sera bientôt ficelé, donc un programme dénommé Ma Cyber École. Donc, l'objectif de ce programme, ça sera quoi? Ça sera d'aller au niveau des établissements, voilà, au niveau des lycées, au niveau des collèges et d'expliquer en quelque sorte aux élèves qui sont là-bas qu'est-ce qu'on entend par cybersécurité, qu'est-ce qu'on entend par sécurité, qu'est-ce qu'on entend en quelque sorte sur les liens hypertextes à chaque fois qu'on les envoie pour leur promettre, comme vous venez de le dire, des gigas de connexion ou bien même dire que voilà, telle personne célèbre son anniversaire ou bien telle entreprise célèbre son anniversaire. Et du coup, voilà, il faudra cliquer ici, remplir ceci et ci et avoir de l'argent. Et du coup, bon, ce sont des données qu'on donne gratuitement dans l'air. Et des fois même, il y a beaucoup de personnes qui sont victimes d'arnaques et à ce point-là. Et pourtant, pour un lien très simple, le gars même, il peut ne pas être même un pro dans le domaine donc de la cybersécurité, mais voilà, ou bien être un hacker en réalité. Mais d'un coup, voilà, il vous soutient vos données et il fait tout ce qu'il va avec. Et donc, nous, dans ce cadre même, on a lancé ce programme de sensibilisation qui va aller dans le sens donc
voilà, ma cyber-école pour parler avec vraiment les élèves et donc pour les sensibiliser du coup et utiliser aussi la mini-sensibilisation pour sensibiliser surtout nos parents qui ne connaissent rien du tout de l'informatique, qui ne connaissent rien du tout de tout ce qui est attaque ou bien voilà, ils ne connaissent pas certains termes. Donc, du coup, l'idée, comme vous l'avez dit, ce sera d'utiliser des langues locaux ou bien donc d'utiliser un terme beaucoup plus bas pour pouvoir expliquer à une dame donc de 60 ans ou bien de 70 ans qu'est-ce que ça veut dire cela, quelles sont les menaces qui sont présentes sur l'utilisation de l'Internet ou bien quelles sont les menaces qui sont présentes si vous cliquez sur un lien ou bien si vous vous rendez sur des plateformes donc, de communication qui ne sont pas sécurisées, entre autres. Encore merci pour cela. Et donc, ce programme sera bientôt déployé. Donc, oui, je pense très bien, on va essayer donc de faire de notre mieux pour être accompagné par tous les intervenants qui sont ici, notamment au niveau des écoles, au niveau des instituts. On l'a perdu. Gérard, tu prends le relais. Bon, comme le disait tout à l'heure, donc en fait, la communauté route s'est donné plusieurs missions. Et parmi ces missions, comme il a dit, ma cyber-école et aussi ma mini-sensibilisation. Donc, en quoi consiste ma mini-sensibilisation? C'est par exemple le fait que je sois chez moi et qu'on discute vraiment de choses qui vont permettre de sensibiliser en fait toutes les personnes qui me sont proches et eux à notre tour ils vont sensibiliser et ainsi de suite. Donc il y a pas mal de programmes que la communauté va mettre en place en collaboration avec les autres communautés. Parce que même aussi les informaticiens ont besoin d'être sensibilisés parce qu'il y a des nouvelles dangers, il y a beaucoup de choses qui sont en place. Et j'espère que vraiment le travail va se faire. Et main dans la main, nous allons essayer de sensibiliser le maximum possible de personnes. Maintenant, je pense qu'on ne va pas retenir les gens. Et là, il est 10h20. Donc, et M. Sen bien arrivé aussi. Je pense qu'il là, il doit se reposer. Il a fait beaucoup de choses. Voilà. D'accord, mais ce serait très bien d'écouler les questions qui sont sur le chat. Ouais, c'est ça. Avant Donc, c'est ça. C'est ça. Donc là, je pense pour les questions, c'est bon, je pense qu'il y avait voilà, d'accord la question. Donc il y a Khadikan qui demande, comme on a l'habitude de dire en fait, tout le monde a droit à l'information, donc qu'est-ce que l'État gagne sur ces restrictions en fait? Je comprends bien la question. Ben, il ne gagne absolument rien du tout. Ben, il va y perdre par contre. Donc voilà, voilà, c'est ça. Donc il n'y a rien à gagner par rapport à cette restriction. Pour moi, aujourd'hui, c'est un service qu'on paye, même si voilà, pour certaines raisons X, Y, ça peut être justifié. Voilà, mais par rapport à ce contexte actuel-là, ben, en tout cas, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Voilà, mais l'État n'a rien à y gagner, mais il va plutôt y perdre. Donc, il y a aussi Ibrahim Metal qui a dit en fait, que pensez-vous de Wave qui a mis en place un nouveau code USD aujourd'hui? Ben, pour moi, voilà, c'est un avantage concurrentiel. Voilà, certainement, il a dû passer par des opérateurs, mais ça a un coût parce que le fait que vous utilisez le code USD, c'est un service que vous allez souscrire à un autre, vers un opérateur ou bien vers un fournisseur de services qui vous donne ce code USD-là. Du coup, par exemple, au lieu que les transactions qu'on fait reviennent à Wave à 1%, peut-être que ça sera plus du 1% pour Wave, ce sera du 0,7% parce qu'il va devoir payer ce service-là. Mais pour peut-être maintenir, garder sa clientèle toujours satisfaite, ben, ils sont obligés de le faire pour assurer la continuité de service. Et ceci, pour moi, c'est dans le cadre de la résilience. Et voilà, c'est-à-dire, si on n'a pas de plan A, on a toujours un plan B. Et pour moi, c'est un moyen d'assurer la continuité de service. Donc, il y a Amparo aussi qui dit
Bonjour, Monsieur Sen, merci pour la présentation. Donc, sa question, en fait, c'est pourquoi l'État restreint les réseaux sociaux, sachant qu'il y a la possibilité de contourner avec des VPN. Ouais. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, comme que, YouTube, comme que Ubuntu la règle, et en faisant une restriction, il faut passer par une autre porte. Et en général, cette autre porte-là, voilà, il y a des gens, qui ne savent pas le faire. Donc, du coup, peut-être ils vont se dire que voilà, s'ils le font, ils vont limiter en tout cas la diffusion de l'information. Et peut-être il y a des gens, certains d'entre vous, qui ont reçu des appels de la famille qui vous disent que voilà, dès que non, soit des VPN, da ngay am Internet. Doo ko defal. Donc, moi, lorsqu'on me l'a demandé quelque part, en tout cas, j'ai guidé une personne à le faire. Et après, voilà, cette personne-là a guidé, et je ne sais pas cette personne-là que j'ai guidé, combien de personnes il a guidé pour faire cette même opération-là. Mais ça permet tout simplement de réduire peut-être l'impact de la diffusion de l'information. Mais on a vu que voilà, ce n'était pas une bonne technique parce que malgré cela, l'information continue toujours à circuler, même si c'était en mode dégradé. Donc là, il y a aussi, comme tu demandes, y a-t-il des pseudo-cyber-armées sénégalaises? Je pense que là, d'ailleurs, Sénégal numérique qui gère les domaines pour, mais je ne suis pas sûr. Sinon, quel est l'organisme qui s'occupe de la cyberdéfense au Sénégal? Donc ça, c'est la première question. D'accord. Par rapport à ça, Posodo cyber-armée sénégalaise, quand je ne connais pas de Posodo cyber-armée, parce qu'un Posodo, c'était quelque chose que vous utilisez. Peut-être que je n'ai pas bien compris votre question. Maintenant, par rapport à l'organisme qui s'occupe de tout ce qui est cyber-espace sénégalais, il faut savoir que depuis un certain temps, il y a au niveau de la présidence, en tout cas, il y a la gendarmerie, il y a l'armée, il y a la police. Et il y a le service là que j'oublie, qui se charge de tout ce qui est cryptologie, en tout cas, qui, avec le ministère de l'Intérieur, ainsi de suite, qui parle en tout cas de ces sujets-là. Mais en tout cas, par rapport aux derniers événements que nous venons de voir, je pense qu'il faudrait qu'ils renforcent les initiatives et renforcent également les compétences à travers les écoles de formation pour accélérer la dynamique. Donc, l'autre question, c'est bon. Donc, l'autre question, en fait, il a posé aussi, merci de nous renseigner sur les potentiels modèles économiques des services VPN gratuits et leurs inconvénients. Le modèle économique, c'est payant, voilà, à travers des abonnements. Nous étions combien de personnes à utiliser les VPN? Bon, j'ai pas de chiffres, mais je dis que approximativement, par rapport à certaines données que j'ai vues sur le nombre de téléchargements de services VPN, j'ai pas les chiffres exacts devant moi, mais j'ose dire que voilà, on était presque plus de 5 millions à utiliser des VPN. D'accord? Maintenant, admettons que chacun de ces 5 millions-là paye 1000 francs pour un mois. C'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Maintenant, l'autre modèle économique, il y a des gens qui ne vendent pas le service, mais ils le font gratuitement. Mais dans cette gratuité-là, ils vont vendre tes données pour pouvoir, eux, payer le service qu'ils vont continuer d'utiliser et peut-être vivre avec. Donc, voilà le modèle économique qui existe derrière l'utilisation des VPN qui sont gratuits. Donc, la troisième question, j'aimerais aussi des explications sur le terme VPN et proxy. Merci d'avance. D'accord. Ibrahim Matal, il me fait retourner à l'école là. Donc voilà, les explications sur les VPN, c'est tout simplement un réseau privé virtuel ou bien virtual private network. C'est-à-dire, vous venez par exemple au sein d'une maison, vous créez une sous-maison qui est privée. C'est-à-dire, da ngay am ben espace boo xam ne yow kese yaa ko moom ci benn espace boo xamante ne que ni espace, c'est un espace qui est censé être public. Donc, c'est ça qu'on appelle les VPN. Et qui permet maintenant, lorsque vous utilisez ces services-là, ça te permet de garder l'anonymat. Kenn du xam kan moo nekk ci gannaaw affaire bi nii. Parce que quand tu le fais,
tu changes carrément d'adresse IP. C'est-à-dire, c'est comme si nous jël ben nga duggoon ci ben auto, ñu wàcce la ci yàkkale la ci auto boobu dugal la ci ben auto, yóbbu la ñëwaat. Donc il y a ce principe-là. Ou bien d'une autre manière, voilà, c'est comme si da nga nekk ci ben vitre teintée auto bu vitre teintée boo xamante ne que ni kenn du xam kan moo nekk ci biir. Maintenant, par rapport au proxy, voilà, ce sont des mën nañu ko wax comme ay ndaw. Par exemple, au lieu vous d'aller chercher l'information, ben, c'est le proxy qui va jouer le rôle d'intermédiaire, parce que j'essaie de parler de façon non technique pour permettre à tout le monde de comprendre. Donc, ce sont des services qui permettent en tout cas de protéger l'utilisateur, c'est-à-dire au lieu que d'aller avec son adresse IP chercher l'information, mais il y a un serveur mandataire. Ben, c'est un sorte de courrier moom ngay yónni mu dem indil la information bi ñëw jox la ko. Donc par rapport à leur application, il y a différentes raisons. Les VPN, on l'applique dans le cadre d'intercommunication. Par exemple, quand on fait du télétravail, par exemple, on utilise des VPN, c'est-à-dire tu es à l'étranger ou bien tu es chez toi et tu peux accéder à des ressources qui sont au bureau. Mais ça, c'est dans le cadre, par exemple, tout simplement de raccordement ou bien de connectivité pour pouvoir utiliser des ressources qui sont hébergées un peu ailleurs. Donc, qui est différent de l'utilisation qu'on a eue ces derniers jours qui permet de censurer. Et l'application du proxy également, c'est tout simplement pour pouvoir contrôler les utilisateurs qui sont derrière ces proxys-là, quels sont les sites auxquels ils doivent accéder et de pouvoir avoir une certaine trace et pour voir qui a fait quoi, qui a consulté quoi. Et voilà, donc c'est un peu ça l'application de ces services-là. Pour la dernière question, c'est en fait la demande par rapport aux restrictions sur les réseaux sociaux. Est-ce que cela ne peut pas constituer un risque pour les FAI de fait d'utiliser des VPN, Désolé, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit à me rappeler le nom de la personne là qui fait du podcast en Wolof. Il dit que c'est Ibrahim Diago. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Rappelle-moi la question, Gérard. Donc, la personne demandait, en fait, à cause des restrictions sur les réseaux sociaux, on a assisté à l'utilisation de beaucoup de VPN. Est-ce que cela ne constitue pas une faille par rapport au FAI? Je ne pense pas du tout. Je ne le pense pas du tout parce que c'est un trafic qui est purement chiffré. S'il y a un inconvénient, s'il y a des vulnérabilités, moi je vais pas le mettre sur le dos, par exemple, du truc. Peut-être si cela existe, c'est la personne qui utilise le VPN qui pourrait être exposée, mais je ne vois pas en tout cas comment le FAI pourrait être exposé par rapport à l'utilisation de ce service-là, d'autant plus que tout le trafic qui quitte, c'est entre l'appareil que vous avez utilisé et le serveur distant sur lequel transitent les informations que vous cherchez. Donc, en quelque sorte, toi, la connexion, ta navigation, quand tu utilises un VPN, tu te connectes sur un serveur qui se trouve en Italie. En fait, toi, tu navigues sur Internet pour Italie. Tu navigues pas sur l'Internet, par exemple, ça passe directement par l'opérateur. Même si, comme je l'ai dit, il y a une certaine nuance parce que au sein d'une infrastructure qui est publique, toi, tu établis quelque chose qui est privé. D'accord? Donc, le tunnel là, il est établi entre le fournisseur de services de VPN et l'appareil que toi, tu utilises. Donc, en quelque sorte, le FAI, le fournisseur de services, il est épargné. Donc, je pense que c'est bon. On a répondu à toutes les questions sur le chat. Je pense qu'il y a d'autres qui aimeraient vraiment poser d'autres questions, mais je pense qu'on va durer en longueur. Donc, je pense qu'on va mettre un terme à ce webinaire. Mais avant tout, la communauté tient vraiment à vous remercier pour votre disponibilité. Je remercie aussi à tous les participants à ce webinaire parce que ce n'est pas facile aussi vraiment de retenir plusieurs personnes durant des heures pour parler vraiment de sujets d'actualité. Mais cela montre que, en fait, que les personnes sont passionnées et que le sujet est d'actualité. Donc, vraiment, on vous remercie et on vous donne rendez-vous à très bientôt. Mais avant tout, on vous laisse de la fin et après, voilà,
en clore. Merci à toute la communauté, merci à tous ceux qui étaient là pour nous écouter, en espérant que voilà, vous allez partir avec de très bonnes informations et en espérant que voilà, j'ai su répondre à vos attentes. Et je me permets de clôturer un peu en wolof. Su jubee ngeen xam ne ben c'est pas moi, c'est voilà. Su dëngee nag ngeen xam ne lépp ci man la. Ben, on n'est que des modestes personnes qui sont à la quête toujours de la connaissance. Et comme le disait l'autre philosophe là, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Donc, je suis toujours un étudiant. Et merci beaucoup à vous tous. Allez, merci. Allez, au revoir à tous. Et on va voir les instruments aussi. Bonne soirée. Salut.